Ok, bon, désolé. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'API Gateway. Je vous spoil un peu tout de suite parce que je voulais que ça soit clair dès le départ que c'est quand même l'objectif de cette présentation. On va voir ensemble comment est-ce qu'on part d'un monolithe, donc le problème qu'on a aujourd'hui tous, à une application avec une API Gateway devant pour pouvoir migrer tranquillement vers des microservices. J'utilise le terme migrer, c'est la seule fois. On va plutôt parler de transition parce qu'on trouve que c'est un peu plus proche de la réalité. Et on va voir exactement comment. Donc déjà, qui je suis? Donc David Level, certains m'ont vu la dernière fois déjà, je suis co-organisateur du Meetup Microservice avec JC. Et je suis également développeur sur le projet Ubico, qui est un projet de car sharing, qui est en train de transiter justement en microservices petit à petit. Pour la petite histoire, quand on a commencé, on avait 300 000 lignes de code et une vingtaine de développeurs, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est ce qui nous a poussé un petit peu vers cette voie-là, parce qu'on s'est dit que ça serait beaucoup plus facile de manager chaque domaine indépendamment, et également d'éviter d'introduire un bug à un endroit du code pour faire péter l'autre partie qu'on ne maîtrise pas, évidemment. On va avoir une présentation un peu dense, donc désolé si, si je vais un peu vite, mais j'aimerais bien qu'on y arrive et que vous puissiez poser un maximum de questions, donc je vais essayer d'enchaîner. On va voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une application dite stateless, en voyant déjà qu'est-ce qu'est un state de base, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On verra ensuite comment est-ce qu'on peut splitter notre monolith, avoir plusieurs API, dites API REST, et voir si c'est vraiment égal à avoir des microservices. Finalement, on verra qu'est-ce qu'est une API Gateway quand même, parce que c'est un peu l'objectif de cette présentation. Et je vous parlerai un petit peu du Strangler Pattern, qui est un pattern proposé par Martin Fowler, qui est un architecte un peu connu, pour ceux qui ont déjà lu ses bouquins. Et pour les autres, ben, vous le découvrirez. Voilà. Et enfin, on verra les solutions existantes sur le marché, bien sûr, parce que vous verrez que ce n'est pas toujours l'idéal de développer sa propre solution, et j'en ai fait les frais, donc c'est plutôt un conseil. Donc, on va parler d'un état. Qu'est-ce qu'est un état en informatique? Je ne vais pas vous citer la définition, je vous laisse aller voir sur Wikipédia, qui est une superbe source. Un état, c'est tout simplement dans une application le fait d'avoir retenu le call précédent. Donc, si je fais deux calls HTTP, l'un derrière l'autre sur mon application, le deuxième call va retenir que le premier call, c'était moi qui l'avais fait avec certaines datas et autres. Après qu'il agisse ou pas en fonction de ça, peu importe. Mais le fait est que s'il s'en souvient, on considère qu'il a un état. Le fait d'être stateless, à quoi est-ce que ça peut servir? Tout simplement à rendre notre code plus testable. Pourquoi testable? Parce que tout simplement, on va pouvoir reproduire chacun des calls indépendamment sans avoir besoin de resetup tout un état précédent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ici font des tests fonctionnels ou tests unitaires, mais quand vous avez à tester avec de la session, c'est souvent un peu dur. Notamment parce qu'il faut remettre tout en place, une base de données, éventuellement, si vous faites du PHP, votre session start à resetter complètement. Si vous faites du Java, je ne sais pas quel est l'outil, mais c'est toujours un peu galère. Donc c'est plus facile à tester et plus facile à isoler. C'est également plus scalable. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut produire tous nos calls en même temps. On n'a plus le souci de se dire « Ok, j'ai un ordonnancement à respecter, il faut que je fasse attention à tout ce qui est race condition ou autre. » Forcément, ben, c'est un peu plus simple. En plus, j'ai juste à laisser couler. De toute façon, je n'aurai pas ce souci-là. Bon, évidemment, le fait d'être stateless, ça ne résout pas tous les problèmes de scalabilité, mais déjà, ça y contribue fortement à vous aider à migrer vers ça. Finalement, c'est aussi plus facile à débugger. Pourquoi? Parce que je prends mon call HTTP que j'ai eu en prod, j'ai eu un ticket ouvert par mon client, j'ai juste à récupérer les inputs et à le re-shooter. Je n'ai pas besoin de tout resetup, comme je vous le disais. Et honnêtement, pour avoir essayé sur notre application qui est maintenant microservice, on s'est rendu compte que c'est un gain de temps énorme parce que vous pouvez en plus réécrire tout simplement un test fonctionnel avec vos inputs, le re-shooter et on n'en parle plus. Et vous avez le même résultat qu'en prod a priori. Bon, modulo la différence dev et prod quand vous n'avez pas Docker, mais la plupart du temps, c'est quand même pas mal. On va essayer de splitter un peu notre monolithe et de voir ce que ça pourrait donner. J'ai exprès laissé pas mal de flèches pour vous montrer que c'est quand même pas si simple que ça de juste séparer en plusieurs API REST. Tout le monde voit ici, c'est bon? De juste séparer en plusieurs API REST. Alors, j'ai intentionnellement mis ce type d'API, bien sûr, c'est juste moi qui ai choisi. Vous pouvez mettre du SOAP ou ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, ça n'impacte pas. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est tout à fait possible de tout simplement séparer par domaine et d'en arriver là. Mais ce n'est pas des microservices.
Pourquoi? Parce que vous avez quand même tout un bloc déjà dépendant de vos clients. Comme vous le voyez, là, c'est le client A qui fait l'ordonnancement des calls. Il appelle d'abord le payment service, puis booking, puis search. Bon, l'ordre, il n'est pas très bon, hein, je vous rassure. On ne paye pas avant de réserver en général. Mais le but, c'est de vous montrer que là, c'est le client qui décide et puis l'API reste. Et ça, c'est vrai quand vous utilisez n'importe quel web service en général. C'est vous qui allez le coller, c'est pas lui qui va vous dire en fait, il faut que tu appelles tels autres services derrière. Donc, on a vu, on a une isolation par domaine. On est quand même assez proche de la définition des microservices. Néanmoins, ça reste des API REST. On n'est pas exactement sur des microservices. C'est aussi un peu plus facile à déployer qu'un simple monolithe. Vous l'avez vu, on avait plusieurs briques. Il suffit tout simplement de les déployer. Vous n'impactez pas les autres briques de votre code. Pour autant, vous avez quand même le problème de vous dire « mince, je suis quand même lié directement à mon client ». C'est assez embêtant parce que si derrière mon client, il avait besoin de moi et que je suis down, qu'est-ce qui se passe sur le reste des calls, quoi. Et tout ça, on n'a pas la main pour l'orchestrer. Bon, on peut se dire, cool, c'est bon, il nous a montré comment à peu près faire des microservices, on peut se barrer. S'il vous plaît, restez là. Parce que moi, la question que je vais vous poser suite à ça, c'est est-ce que vous êtes capable de gérer différentes choses, notamment le fait d'être, pardon, j'étais un peu vite, d'être chattiness. Donc c'est un terme utilisé par Netflix notamment. Je ne sais pas pour ceux qui s'intéressent pas mal aux microservices, je pense que tout le monde est un peu au courant que Netflix est quand même un des précurseurs dans ce domaine-là. C'était un des premiers à parler de ça quand ils ont parlé de leur API Gateway, parce que c'est la raison pour laquelle ils l'ont mis en fait, pour tout simplement réduire le nombre d'échanges qu'il y avait au sein des microservices. Là, si vous vous amusez à juste séparer en plusieurs briques, vous allez avoir ce problème-là évidemment, parce que vos clients vont communiquer directement avec vos services, et potentiellement les services aussi entre eux vont communiquer. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, et honnêtement, ça doit être vite insurmontable en production, donc je vous le déconseille fortement. Finalement, il y a aussi l'authentification. Comment est-ce qu'on gère une authentification qui est partagée entre plusieurs API? Pourtant, effectivement, quand on utilise plusieurs web services, on s'en moque. En général, on se dit, bon, je m'authentifie je sais pas, chez Google, par exemple, pour un cas, par Facebook pour l'autre, parce qu'il a décidé de gérer OAuth de cette manière, ou même si carrément l'API n'utilise pas OAuth 2, qui est quand même un protocole, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en gros, ça permet tout simplement de pouvoir facilement mettre en place des systèmes type SSO ou autres pour se connecter à plusieurs API. S'ils n'utilisent pas OAuth 2, vous allez vous adapter à chaque fois au système et c'est la galère. Donc le but, c'est quand même à un moment donné d'unifier tout ça pour ne pas avoir à se réauthentifier 50 fois. Déjà, ça fait des calls en plus inutiles. Et puis de toute façon, une fois qu'on est authentifié, normalement, pour un monolithe, on ne s'authentifie qu'une seule fois. Donc pourquoi, en l'ayant splitté en 4, je devrais m'authentifier 4 fois? C'est un peu bizarre comme idée. Également, est-ce que vous êtes capable de tracer les calls avec l'autre système? Je ne suis pas certain. Oui, vous pouvez le faire au sein de chaque service. Maintenant, si chacun des services est géré par une équipe différente, déjà, elle ne va peut-être pas appliquer le même protocole, à moins que vous chériez des librairies, mais c'est quand même assez fortement peu recommandé en microservices. Et en plus, honnêtement, c'est difficile, parce que vous risquez déjà d'avoir des duplicats. Par exemple, si vous utilisez un ID pour repérer le call qui a été lancé, vous n'êtes pas sûr que sur deux serveurs, vous n'avez pas le même ID qui a été généré, donc vous ne pouvez pas savoir quel était le call qui a été shooté. Je ne sais pas si c'est clair cette explication. Ça va? Ok. Finalement, les quotas. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les quotas et la rate limiting, c'est le fait tout simplement que quand on reçoit un call, on dit, par exemple, je vais autoriser 100 calls par seconde pour un utilisateur donné, typiquement, parce que je sais que j'ai des problématiques de perf sur ce service, donc je veux le bloquer. C'est très difficile de gérer les quotas sur plusieurs API d'un coup. L'idée, ça serait quand même de l'avoir dans un seul endroit unifié pour pouvoir dire, ok, là, je sais que cet utilisateur-là, il a fait tant de calls précédemment ou sur tel autre service, donc je vais le bloquer potentiellement. Ça permet également aussi de repérer éventuellement des attaques et de les bloquer. Pour ceux à qui ça ne parle pas les quotas, si vous avez déjà utilisé les API Google, par exemple, ça arrive souvent quand vous faites des essais avec des crons, par exemple, ou autre, et que vous avez un peu oublié de les couper, vous vous retrouvez avec un rate limiting, c'est exactement ça, quoi. Donc ça ne fait pas souvent plaisir quand on l'a. Voilà où on en est aujourd'hui avec ce superbe code spaghetti, et voilà où on veut en arriver avec notre petit chef d'orchestre. Pour y arriver, on a évidemment le pattern API Gateway. L'API Gateway, c'est quoi? C'est cette brique qui est... J'espère que ça marche, ouais. C'est cette brique que j'ai rajoutée là, qui permet de pouvoir ordonnancer, voire orchestrer. Attention, c'est juste un add-on, l'orchestration, ce n'est pas obligatoire dans une API Gateway. Et qui permet de faire également, de répondre également aux 4 autres points que je vous avais remontés précédemment. Donc j'ai repris exprès que le client A parce que je trouvais ça un peu inutile de prendre les deux autres. Mais on voit que notre client A, maintenant, il ne fait plus qu'un seul call à notre API Gateway et c'est elle qui va dire appelle les services dans tel ordre.
C'est plutôt cool. Déjà, le client, il n'a pas à savoir comment on a implémenté notre système. Si demain on décide de le changer, c'est complètement transparent pour lui. Et nous, ça nous a juste rajouté une brique devant. Bon, l'API Gateway, c'est cool, mais à un moment donné, c'est quoi concrètement? L'API Gateway, c'est uniquement une brique technique. J'insiste bien là-dessus. Il ne faut pas mettre... Enfin, c'est fortement déconseillé de mettre du métier dedans. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau du déploiement. Maintenant, c'est mon avis. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille en tout cas. L'API Gateway de base qu'il faudrait qu'elle gère, en tout cas d'après nos études, c'est au moins la partie authentification, la partie rate limiting, le fait de pouvoir loguer dans un format si possible compréhensible par une machine, parce que vous allez voir que dans un environnement réparti, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Vous allez voir, vous recevez énormément de logs, parce que de fait, vous allez gérer des calls HTTP. Le but, c'est quand même de pouvoir tracer tout ça. Et pour pouvoir les gérer, évidemment, vous n'allez pas vous amuser à les lire à la main, parce que lire 1 million de lignes de code, enfin de logs, pardon, c'est impossible. Vous allez vouloir faire en sorte que ça soit disponible dans un ELK, log entries ou je ne sais quelle autre solution de parsing de log. Donc pour ça, vous allez pouvoir unifier ce process et ce formatting en le mettant dans l'API Gateway, ce qui fait qu'elle va pouvoir gérer tous les inputs et les outputs du système. Finalement, elle doit pouvoir également aussi gérer ce qu'on appelle donc le Correlation ID, ou TID dans certains formats. Donc c'est tout simplement l'ID qui permet de vérifier un call donné. En fait, quand le client va faire un call sur l'API Gateway, on va le tamponner, dire voilà, bah, toi tu as le numéro tant. Alors, je vous conseille d'utiliser des formats type UID V4 ou autre pour être sûr d'avoir pas de collision dans vos ID. Ça génère l'ID et derrière, tous les calls qui sont faits au sein des microservices vont garder cet ID-là. Ce qui est plutôt cool parce que quand vous allez aller dans votre outil pour checker les logs, vous allez pouvoir retracer tout ce qui s'est passé avec cet identifiant-là à un instant donné. Concrètement, à quoi est-ce que ça sert ce pattern? Déjà, avoir un seul point d'entrée. Quelle est l'importance d'avoir un seul point d'entrée dans une architecture microservice? Premièrement, vous allez pouvoir mettre vos microservices dans un private network éventuellement pour les protéger, ce qui peut être intéressant. Ce n'est pas un prérequis, mais c'est intéressant au niveau sécurité. Et vous pouvez mettre votre API Gateway tout simplement, elle, disponible pour coller la partie privée et être appelée depuis la partie publique, ce qui vous permet d'avoir un seul point d'authentification. Pour l'anecdote, nous, on avait justement plusieurs authentifications sur le monolithe, sur l'API Gateway. Enfin, elle appelait un provider d'identité disponible pour O2. Mais on s'est vite rendu compte que c'était un problème parce que ça veut dire que vous devez gérer l'authentification à plusieurs endroits. Plus vous avez d'endroits à gérer au niveau de l'authentification, plus vous avez de failles de sécurité potentielles. Parce que tout simplement, vous ne savez pas ce qui a été fait par l'autre à un instant T. Il a pu le développer il y a 5 ans et les protocoles n'étaient pas les mêmes, c'est plus difficile à gérer. Avoir un seul point d'entrée, ça vous permet plusieurs choses. La première, c'est que déjà, c'est plus facile à retrouver le code pour le débugger. C'est quand même pas rien quand vous avez une grosse appli. Et deuxièmement, si vous avez une faille, c'est pas grave, vous n'avez qu'une seule correction à faire, quoi. Vous n'en avez pas 50 à des parties que vous avez complètement zappé de votre code. Ça permet donc de gérer les correlation ID, comme je vous le disais tout à l'heure. Je ne vais pas réinsister dessus, je pense que vous avez tous compris que c'est donc l'ID de transaction qui permet de tracer le call. Elle permet de gérer les quotas. Et finalement, bon, c'est pas obligatoire, mais elle peut gérer ce qu'on appelle un circuit breaker. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement pareil qu'un coupe-circuit en mécanique. C'est le fait tout simplement que quand le circuit breaker est dans l'état fermé, il laisse passer les calls et quand il reçoit un trop grand nombre d'erreurs 500, c'est à vous de régler la limite, pardon, il va tout simplement se passer en mode ouvert et dire j'arrête de faire passer des calls, je renvoie une réponse directe. Ça évite les effets dominos. Typiquement, vous savez qu'en faisant tel call qui déclenche une erreur va faire coller un autre service qui pète aussi et ainsi de suite. C'est pas top. Moi, je vous conseille d'avoir un circuit breaker sur votre API Gateway. Maintenant, c'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre à d'autres endroits des briques, des microservices, mais ça peut être très utile. C'est à peu près tout sur le circuit breaker. Ah si, pardon, il y a l'état semi-ouvert aussi, pardon, que je voulais vous présenter quand même, qui est plutôt intéressant. Sur certaines API Gateway, vous pourrez retrouver ça. Ça permet en fait de dire, ok, je vais retenter un call quand même de temps en temps pour voir si tu as réparé ton service. Ça évite d'aller redéployer votre API Gateway ou de modifier une conf ou autre directement en prod. C'est plutôt cool et c'est un gain de temps et même pour vous, ça vous rassurera de vous dire, bon c'est bon, elle gère ça tout seul. En plus, c'est pas très compliqué comme partie, donc on peut lui laisser cette responsabilité, c'est pas très grave, quoi. Est-ce que vous avez envie de développer votre API Gateway en voyant tout ça? Je suis pas certain. C'est quand même assez compliqué, d'autant plus qu'il y a des briques techniques qui demandent pas mal de temps de développement et il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. À mon avis, c'est pas pour rien, c'est parce que le boulot est quand même monstrueux.
Pour l'info, on a essayé de le faire, donc je vous invite quand même à tenter de votre côté, ne serait-ce que pour voir ce que ça compose. Mais pour de la production, très honnêtement, utilisez plutôt des solutions du marché, ça vous coûtera beaucoup moins cher et beaucoup moins de temps même personnel sur ces choses-là, pardon. Mais c'est quand même toujours intéressant de découvrir par soi-même, notamment en microservices, c'est quand même assez nouveau comme... Enfin, bon, l'archi est vieille, mais aujourd'hui elle est quand même remise au goût du jour. C'est assez nouveau et c'est bien de se renseigner par soi-même, je pense, et d'essayer d'implémenter pour comprendre pourquoi les professionnels enfin, on est tous des pros, mais les professionnels de ce marché ont décidé d'implémenter d'une certaine manière leurs solutions et d'accepter ou non certaines features. En tout cas, c'est ma recommandation, mais ça tient qu'à moi. Finalement, donc, qu'est-ce qui existe sur le marché? La première que je peux vous présenter, c'est Kong, qui est quand même assez connue parce qu'elle est tirée d'Nginx, qui est une très bonne techno, très performante. Maintenant, le seul défaut que je pourrais lui trouver, maintenant ça dépend des équipes, c'est le fait qu'il faut développer les modules en LUA. C'est un langage qui n'est pas souvent commun dans le développement web, typiquement. Mais si vous avez envie d'essayer, libre à vous. Et honnêtement, c'est pas si compliqué que ça une fois que vous y êtes mis. Il faut juste un petit temps d'adaptation, mais le langage n'est pas si complexe. Et l'avantage, c'est que leur setup est plutôt bien fait, parce qu'ils ont un Docker déjà prêt sur le site officiel de Docker, tout simplement. Vous le poolez, vous le lancez et vous avez un Kong qui fonctionne quasiment instantanément, c'est plutôt cool. En plus, la communauté est très forte. Pour l'avoir testé justement récemment, vous aurez souvent des réponses justement d'une communauté qui est open source, donc des gens qui sont bienveillants et qui sont plutôt smart, très honnêtement, pour avoir testé. Bon, je vous invite à faire un travail en tout cas. Tyke, qui est une autre solution qu'on a essayé en local, elle est développée en Go en partie. Les middleware, eux, par contre, que vous pouvez mettre, sont développés en JavaScript, mais également en Python et d'autres langages que je ne sais plus, mais vous pourrez aller regarder sur la doc. C'est plutôt cool parce que justement, on trouvait des gens dans le web qui font du JavaScript ou du Python, c'est quand même un peu plus simple. Le seul défaut qu'on pourrait leur reprocher, c'est leur documentation qui n'est pas forcément très simple de prime abord, mais je vous invite quand même à l'essayer parce que leur helpdesk est assez rapide à répondre et pareil, ils sont plutôt bienveillants, donc n'hésitez pas honnêtement à tester la solution. C'est pareil, le setup il est très rapide, ils ont un Docker tout prêt qui vous fait même la partie UI en essai gratuit pendant 1 an, donc à vous d'essayer. Je tiens à préciser que je prends parti pour aucune des solutions parce que je ne voudrais pas vous influencer. Je vous invite vraiment à les essayer vous-même parce qu'on a fait notre étude, on a nos idées, mais par rapport à nos besoins. Je ne pense pas que tout le monde ait les mêmes, donc n'hésitez pas à les regarder. La suivante, c'est donc Netflix Zool. Alors, attention, c'est pas une API Gateway tout à fait, dans le sens où c'est plutôt un framework en fait en Java qui s'intègre avec d'autres solutions du set Netflix. Maintenant, je vous le présente quand même pourquoi, parce que Netflix, on le sait aujourd'hui, agrège énormément de trafic sur Internet et est capable en plus de gérer des tests en prod via Chaos Monkey. Pour ceux qui ne connaissent pas Chaos Monkey, c'est un outil qui permet de faire tomber un cluster et de manière complètement aléatoire, et eux l'utilisent pour vérifier si ça repop de l'autre côté et que le service est toujours up. Bon, moi perso, quand je vois ça, ça me rassure pas mal quand même sur la solution. Je me dis, si j'ai un truc comme ça en prod, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est un peu plus difficile à setup quand même, ça demande un petit peu plus de travail, mais la solution est cool et à regarder en tout cas. Finalement, j'ai préféré garder Amazon pour la fin. Pourquoi? Parce que c'est une bonne solution, je trouve, malgré le fait qu'elle soit payante direct. Enfin, je crois pas qu'il y ait de solution d'essai, j'en ai pas vu en tout cas, mais j'ai pu mal regarder, hein, donc vous pouvez aller voir. Pourquoi est-ce qu'elle est cool quand même? C'est que justement, monsieur qui est présent m'en a parlé la dernière fois, et en fait, vous avez tout un écosystème microservices prêt par Amazon. Si vraiment vous n'avez pas le temps de vous occuper de la partie Ops et Infra, c'est vrai que c'est plutôt cool parce qu'ils vous mettent en place les systèmes cloud, je crois qu'il y a un IDP aussi, non? Ça? Voilà. Et plus l'API Gateway qui sont déjà là, bon, ça vous enlève quand même pas mal de boulot. Mais moi, comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, je suis partisan du fait de développer un peu soi-même pour aller voir ce qui se passe. Donc, si je peux vous déconseiller quelque chose, c'est d'aller direct dessus, même si à la fin, vous pouvez terminer sur Amazon, ce qui serait compréhensible. Je vous invite quand même à regarder par vous-même, c'est plutôt cool. Et puis, on est là aussi pour apprendre. Donc, voilà. Finalement, je vous ai toujours pas parlé de notre monolithe qu'on avait depuis le départ, là, où vous vous dites c'est cool, j'ai tout splitté, mais moi, mon monolithe, il n'est pas splitté actuellement, comment je fais? Il y a le Strangler Pattern. Je ne vais pas vous raconter l'anecdote de Martin Fowler, parce que je la connais très mal, mais je vous invite à aller voir son blog post, je ne voudrais pas vous mal la traduire. Par contre, je vais vous présenter comment est-ce que nous, on l'a utilisé sur Ubico. Notamment,
Ce qu'on a fait en premier, en fait, c'est qu'on a développé notre API Gateway direct. Ça nous a permis quoi? Tout simplement de mettre le monolithe derrière. Alors, le prérequis, c'est bien sûr qu'il soit stateless directement. Ça vous n'avez pas le choix. Il va falloir de toute façon retirer soit les sessions, soit ce qui était lié à toute la partie stateful de votre monolithe. Mais une fois que vous avez ça, c'est bon, vous pouvez mettre l'API Gateway devant. Elle va tout simplement récupérer les calls du client A, les transmettre au monolithe et inversement. Il faut savoir que l'API Gateway, elle n'est pas obligée de renvoyer du JSON. Hein. Ce n'est pas une API au sens REST absolument. Il n'y a rien de dogmatique, quoi. Ça peut très bien renvoyer du HTML au début, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'elle est capable en général de gérer du cache. Donc en plus, ça vous fera les caches HTTP. Plutôt cool, ça vous enlève du taf, quoi. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Tout simplement parce que petit à petit, on s'amuse à sortir les briques en fait, du monolithe. Et c'est totalement transparent pour nos clients. Et le Strangler Pattern, c'est exactement ça. C'est tout simplement de mettre l'API devant et de petit à petit aller manger notre monolithe pour le faire rétrécir. Bon, on ne sait pas si dans le futur, même lointain, le monolithe n'existera plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il rétrécit de plus en plus. On enlève des lignes de code et on les met dans des microservices. Et en plus, on peut les mettre dans le langage qu'on veut et autres, comme ce qui est prévu par les microservices de base, vu que de toute façon, c'est caché par l'API Gateway qui est tout simplement accédé depuis les clients. Donc ça aide notamment à faire une transition petit à petit vers des microservices sans trop vous prendre la tête. Vous n'avez pas à vous speeder en disant « Ah, il faut absolument que je sorte le prochain microservice parce que mes clients ils ont besoin de ça et tout ». De toute façon, ils ne le verront pas, donc prenez votre temps, il n'y a pas de souci. On n'est pas pressé, sauf peut-être votre client, mais ça c'est autre chose. Et finalement, ça permet de capturer et d'intercepter tous les calls du système, comme je vous le disais. Donc dès qu'il y a un client qui va faire une requête sur votre monolithe, maintenant il doit passer par l'API Gateway pour que vous puissiez l'intercepter et manager ça correctement. C'est un prérequis, d'après moi, pour pouvoir être tranquille et pas trop vous prendre la tête justement sur la suite, quoi. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide, je n'en ai pas trop mis plein la tête. Je suis preneur de questions.